Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du bien-être. Je suis Daphné Valsin et c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous êtes un super branché de ce show, vous savez déjà que on a abordé beaucoup de sujets qui ont rapport à votre santé, aux assurances. On a parlé du bien-être en général, on a parlé des soins gynécologiques, nous avons parlé des déterminants de la santé. Le dernier épisode portait sur la prise en charge en cas de maladie. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet tout aussi important. Peut-être que c'est pas aussi visible et c'est un petit peu tabou chez nous, mais on va parler de santé mentale. Et pour ce faire, j'ai avec moi Vanessa Mercier-Mongardier. Elle est psychothérapeute spécialisée en stress post-traumatique. Et bien entendu, j'ai toujours avec moi Émile Pantaleon, notre expert en assurance. Donc, je vais la laisser s'introduire. Monsieur Pantaleon, vous le connaissez déjà, donc c'est surtout Vanessa qui va s'introduire. Donc bonjour tout le monde, je suis Vanessa Mercier-Mongardier, je suis psychothérapeute spécialisée en stress post-trauma. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et j'ai étudié au Canada, à l'Université de Montréal, la psychoéducation où j'ai ensuite travaillé 12 ans au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal avec les victimes d'actes criminels. Donc beaucoup dans la reprise du pouvoir, l'empowerment, comment reprendre le pouvoir après un événement traumatisant. Et depuis 10 ans, je suis en Haïti et je suis la directrice générale de CIP Haïti, de CIP, cabinet d'intervention psychosociale, où je travaille beaucoup avec les personnes qui sont victimes, mais aussi avec des gens, désespérés qui ont besoin de parler de leur situation. Mais je suis très spécialisée en stress post-traumatique. Donc, l'émission d'aujourd'hui va se faire un petit peu en deux parties. La première tranche, je vais surtout donner la parole à notre invitée pour qu'elle puisse nous expliquer les différents concepts. Et ensuite, je vais me tourner vers notre expert pour qu'il puisse faire le lien pour nous entre l'assurance et la santé mentale pour voir comment l'assurance accompagne les patients. Je vous vois sur les réseaux et je vois que vous faites beaucoup dans l'éducation. Et là, pour aujourd'hui, on a beaucoup de mythes à casser. Pour déjà que la santé mentale, c'est un petit peu tabou en Haïti. Les gens ont du mal à admettre qu'ils ont des troubles. Effectivement, la santé mentale en Haïti, je peux dire, est un petit peu tabou. Mais depuis quelques années, on remarque une tendance inverse où les jeunes et les jeunes parents aussi, on va dire les jeunes, quand je parle de jeunes, je parle entre 15 et 35 ans. Okay? Ils commencent à comprendre beaucoup mieux, peut-être à cause des réseaux sociaux, que la santé mentale est importante. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de ma santé mentale parce que c'est complémentaire. Santé mentale, santé physique. Je suis affectée mentalement, je suis affectée physiquement. J'ai pu remarquer aussi une grande demande, et où les gens, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la ligne CIPU, qui est une ligne 29 19 90 00, qui est une ligne qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est très nouveau que c'est ouvert 24 heures, où on a des appels, où ils ont des appels. On a de nombreux appels. Ils ont effectivement des appels, oui. Où ils ont une bonne demande au niveau de la santé mentale. Les gens appellent pour avoir de l'aide, pour demander de l'aide, pour, comme on dit, exprimer ce qu'ils ressentent. Donc on peut dire que ça commence à changer cette affaire de je ne vais pas voir un psychologue ou je ne vais pas appeler, mais c'est toujours présent effectivement, c'est ce mythe pas ce mythe, où les gens, contexte au niveau culturel, où les gens ont de la difficulté à aller voir un psychologue ou à parler, parce que pour eux, aller parler à un psychologue ou aller parler à quelqu'un, c'est un signe de faiblesse, de un, ou bien c'est un signe qu'ils sont fous, de folie. Donc effectivement, c'est ce qu'on rencontre beaucoup. Là, avec le contexte haïtien, donc on en a parlé pendant plusieurs de nos épisodes pour dire combien que le contexte affecte la santé mentale des gens. Et quand on parle de bien-être, on inclut toujours la santé mentale. Et définitivement. Là, je vais revenir vers vous, surtout pour qu'on puisse placer l'assurance dans tout ça. Moi, je me rappelle de ma jeunesse quand j'avais peut-être que je disais que j'étais un petit peu déprimée. On me disait, bien trop bien, problème ou rien. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui gardent toujours cette mentalité. Mais par contre, avec la situation que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité, le stress permanent, qu'est-ce que vous rencontrez surtout comme... Alors, les gens qui viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'il y a comme les cas les plus récurrents? Les cas les plus récurrents ces jours-ci, c'est un profond désespoir face à l'avenir.
qu'est-ce qui m'attend? Et surtout, avec les nombreux cas, vous savez, de kidnapping et les nombreux cas, bon, l'insécurité et aussi le chaos qu'on vit présentement, les gens ont une peur intense. Non seulement pour leur sécurité actuelle, mais aussi pour l'avenir, pas seulement leur avenir, mais l'avenir de leurs enfants. Donc, il y a un désespoir à ce niveau-là. Pour les jeunes, surtout, quand je parle des jeunes de 15 et 35 ans, où ils se retrouvent à quitter l'université, on parle plus là de 18, 25 ans, ils sont perdus, ils n'ont pas de repères. Et la situation apporte aussi beaucoup, malheureusement, d'idées suicidaires. Où les gens, maintenant, ont tellement une perte de confiance en l'avenir, où ils voient complètement noir. À ce moment-là, ils ont recours. Je peux dire qu'ils ont des idées noires, des idées suicidaires où je vais mettre fin à ma vie. Mais est-ce que là, ça c'est nouveau? Parce que moi, je me rappelle qu'on disait toujours que Haïtien était tué. Effectivement, bon, ça c'était plutôt, je peux dire que effectivement, les Haïtiens, dans le temps. On nous dit toujours qu'on est un peu brésilien, que we're gonna bounce back. Donc, ça veut dire que... Effectivement, on est un peu brésilien. Ouais. Mais il faut savoir aussi que la résilience a son, comment on dit ça, à sa limite. Ouais. C'est comme une élastique. C'est comme, exactement. C'est comme un ballon. Je prends l'exemple du ballon de plage tout le temps. Quand tu as un gros ballon de plage que les enfants jouent avec toute la journée, il est, comment on dit ça, j'allais dire bounce, mais c'est pas bounce, il rebondit. Voilà, il rebondit tout le temps, il rebondit bien. Et à la fin de la journée, le ballon ne rebondit plus bien parce que les enfants ont vraiment maltraité le ballon. Le ballon est tombé dans le sable, le ballon est tombé dans... Et là, c'est la même chose avec nous. On peut rebondir de plusieurs situations, mais à un moment donné, si on ne fait pas appel à de l'aide, on aura de la difficulté à rebondir. Donc, effectivement, nous sommes un peuple brésilien. Oui, il y a des années de ça, on pouvait dire que c'est pas... Les suicides ont toujours existé. Il y a eu des suicides en Haïti. Mais c'était pas aussi nombreux que maintenant. Là, maintenant, c'est criant. Il y a beaucoup de monde qui ont des idées suicidaires et en plus, il y a beaucoup de monde qui passe à l'acte. Donc, parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Bon, vous êtes spécialisé dans le post-trauma, donc, mais avant d'arriver au post-trauma, on peut aller vers la définition. Donc, quand on parle de trauma, on voit quoi? Et c'est quoi les soins qui viennent pour le post-traumatique? Ok, trauma, c'est quoi? C'est un événement, qui vient basculer notre vie. Et cet événement-là a plusieurs critères importants. Premièrement, c'est un événement surprise. C'est-à-dire que je sors chez moi ce matin, je n'avais pas planifié que ça m'arrive. Donc, ça m'arrive brusquement, un choc. Deuxièmement, le trauma doit mettre ma vie en danger. Il y a des exceptions, quand je parle, je ne généralise pas, il y a des exceptions à toute règle. Quelqu'un, par exemple, qui perd une personne subitement dans sa vie, c'est un trauma. Mais pourtant, sa vie n'a pas été en danger, mais c'est un choc. La personne était avec moi hier, je lui ai parlé au téléphone, il était très bien, puis voilà, brusquement, cette personne s'en va. Ça crée un choc. Donc, c'est ça l'exception. Mais un trauma, en général, c'est un événement qui vient basculer ta vie, qui met ta vie en danger. Et on peut prendre des exemples de trauma. Le tremblement de terre, alors, tout ce qui est catastrophe naturelle. Je marche dans la rue, je me fais attaquer, donc un vol qualifié ou un vol à main armée. Kidnapping, violence conjugale, agression sexuelle, tout ça, et d'autres aussi, ce sont des traumas. Maintenant, il ne faut pas confondre trauma et traumatisme. Traumatisme, ce sont les symptômes qui découlent du trauma. Donc, par exemple, après le tremblement de terre, quelqu'un qui a peur de rester dans une maison, ça c'est le traumatisme. Quelqu'un après le tremblement de terre, je fais des cauchemars, traumatisme. Quelqu'un après avoir été attaqué sur la rue, je ne veux plus passer par exemple par la rue X. Oui, voilà. C'est ça comme moi, c'est un traumatisme. J'avais eu un accident de voiture sur la route de Boudon et je m'étais dit que je ne voulais plus jamais passer par là. Parce que quand je passais, j'avais l'impression que j'entendais les pierres qui tombaient sur le toit de la voiture. Donc, et personne ne comprenait ça. Bon, maman, finalement, j'ai eu un amendement, on a commencé par passer par d'autres routes jusqu'à ce que je puisse reprendre. Bon, enfin, me fait 2 semaines à l'école Boudon à pied parce que je ne voulais même pas monter dans une voiture, tu vois. Voilà. Et mais c'est typique, c'est ce qu'on appelle les symptômes du trauma. Donc toi-même, pour ne pas revivre l'événement, au fait, quand on repasse par la route ou bien par l'événement qui s'est produit, on revit tout ce qu'il y a. On revit les sons, le bruit, les odeurs, etc. Et ça, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous ramène au moment qui a été désagréable. Et ce moment désagréable-là vient nous envahir d'émotions qu'on n'a pas envie de revivre tout le temps. Donc soit à ce moment-là, tu faisais l'évitement.
qui fait partie des traumatismes. C'est ça. Et là, il y a d'autres mots qui sont toujours dans notre vocabulaire. Toute la journée, on a parlé de stress. La personne te dit, je suis stressée. Et puis bon, on sait qu'il y a une anxiété qui entoure tout le monde. Mais en fait, dans votre domaine, comment est-ce qu'on définit ces mots? Le stress, anxiété. Le stress, c'est un... Comment je dois dire? C'est une réaction de l'organisme. Mais c'est une réaction naturelle. Tout le monde vit un stress. On vit le stress chaque jour. Ouais. Parce que tout ce qui est changement nous demande adaptation et ça engendre du stress. Par contre, tu as le stress positif, le stress négatif, moi que j'appelle. Par exemple, quelqu'un qui a des examens, c'est un stress. Je dois m'adapter, je dois aller étudier, je dois faire ci, Mais ce stress, ça t'aide à te pousser. Ce stress-là t'aide à donner le meilleur de toi. Tandis que le stress négatif, c'est ce qu'on vit chaque jour. C'est quoi? C'est, par exemple, je vais travailler, je suis stressée, je ne sais pas ce qui va m'arriver, est-ce qu'on va me kidnapper sur la route, est-ce qu'on va faire ci, est-ce qu'on va faire ça. Tout ce qui est des pensées négatives qui nous envahissent. Ça va engendrer un stress, ok? Notre corps va réagir. Donc, c'est une réaction de l'organisme face à un changement ou parce qu'il doit s'adapter. Par exemple, tu travailles, et à Pétionville, et puis brusquement on te dit, bon, maintenant on va transférer sur la route de l'aéroport. Donc tu vas devoir t'adapter à ce changement-là. Horaire, et comment on dit ça, trajet, etc. Tu vas avoir un stress. Est-ce que ce stress-là peut te ronger? Oui. Parce que le stress peut apporter des effets négatifs sur le corps et sur le mental, dont l'anxiété, la dépression et autres. Donc ce sont toutes ces choses-là qui ont rapport à notre santé mentale, mais que des fois, on refuse ou bien on ne voit pas vraiment le lien. Exactement, parce que tu vas souvent rencontrer des gens que tu les vois stressés. Tu vois qu'ils ont des symptômes du stress, ok? Et ils te disent, moi-même, par contre, pas stressé ça. Je ne sais pas, je ne suis pas stressée, je ne suis pas contre stressé. Exactement. Donc, et pourtant, ils ont plein de symptômes du stress. Beaucoup de médecins vont me référer, ok, des patients qui ont des symptômes physiques, mais pourtant, après de nombreux tests, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent rien médicalement. Tu sais, et pourtant, les gens ont des symptômes. Quand ils viennent, lorsqu'ils sont capables de comprendre ce qui se passe dans leur corps, pourquoi ils ont ces réactions-là, c'est parce qu'ils sont en train d'étouffer tout ce qu'ils ressentent vraiment à l'intérieur. Mais comme symptôme, comme si, à quel moment que quelqu'un vient auprès de vous, est-ce que symptôme très souvent que mon senti qui fait dire, bon, à ce stade des débats, je suis bien obligé de voir un thérapeute? Le plus souvent, les symptômes sont très avancés. Les gens ont une perte d'appétit, ils maigrissent, ils ont réalisé qu'ils sont en train de maigrir, ils ne peuvent plus dormir, ils ont de la difficulté à se concentrer au travail, ils ont de la difficulté même au niveau de leur couple. C'est là qu'ils vont consulter le médecin et que le médecin, le plus souvent, va me référer. Donc, les gens, souvent, en Haïti, je dois dire, si je compare avec, par exemple, le Canada, les gens vont moins prendre soin de leur santé mentale. C'est-à-dire qu'ils vont attendre, c'est une minorité qui vont venir, qui vont dire, moi j'ai besoin de parler, je suis venu te voir. Ou bien j'ai telle difficulté, j'ai vécu quelque chose, je viens te voir. Mais le plus souvent, ils attendent que les symptômes s'imprègnent. Et à ce moment-là, la thérapie prend plus de temps. Ouais. Il y a aussi un terme que j'entends tout le temps, que j'aurais bien voulu que vous expliquiez pour notre audience. On parle de troubles psychosomatiques. C'est quoi exactement? Troubles psychosomatiques, c'est ce que je viens de parler. C'est que j'ai des douleurs physiques, j'ai des manifestations, des symptômes physiques, autant que c'est pas qu'ils sont faux, ils sont psychosomatiques. C'est là cette partie que quand le médecin va faire tous les tests, voilà, il va dire que tout fonctionne. Il va faire tous les tests, la personne vient avec des palpitations, des maux de tête récurrents, des douleurs physiques, des symptômes, j'ai mal au ventre, j'ai des douleurs, et souvent la personne maigrit parce que la personne se met en tête qu'il a probablement un cancer ou bien une maladie en stade final, ou bien la personne est en train de... Elle ne sait pas tout ce qui se passe physiquement. Et pourtant, quand on fait tous les tests, il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Donc c'est qu'en fait, la santé mentale a vraiment des effets directs sur la santé physique. Direct sur la santé physique. Et c'est là justement que l'assurance. Parce que là, vous avez dit à plusieurs reprises que quand les gens ils vont voir leur médecin traitant, qui au final, après avoir fait toute une batterie de tests, les envoie vers vous. Donc cette première consultation vers le médecin traitant, c'est couvert par l'assurance déjà.
Définitivement. Et je pense que dès le départ et dans la définition même de la santé, donc il y a la santé physique et la santé mentale. Et les assurances, dès le départ, intègrent la notion de la santé et de la santé mentale dans les couvertures d'assurance. Cependant, les compagnies d'assurance étaient restées surtout dans les soins psychiatriques. Et c'est clairement défini. Et c'est clairement défini dans les contrats d'assurance où il y a un nombre de séances de visites psychiatriques chez le psychiatre. Parce que, a priori, le psychiatre non seulement pose un diagnostic, le psychiatre aussi prescrit pour que la personne puisse reprendre allons dire le cours normal un peu, parce que généralement c'est lorsque les gens arrivent à une phase de réactionnelle, de névrose ou de réaction aussi où ils ont besoin de médicaments pour pouvoir se reprendre en charge, pour pouvoir contrôler leurs pulsions. Cependant, je dois dire que l'assurance a beaucoup évolué aussi, parce que ce qui se passe, c'est que les problèmes que nous rencontrons au quotidien, ça nous a permis aussi de prendre conscience de ce besoin, pas seulement de soins psychiatriques, mais aussi des soins psychologiques. Parce qu'au final, quand on prend soin de la santé mentale, ça peut éviter aussi des dépenses du point de vue de la santé physique. Ça, c'est un point, comme pour les maladies psychosomatiques. Et je pense que Vanessa a bien expliqué ça. Et là, les assurances, généralement, dès que le médecin réfère maintenant chez un psychologue, généralement, les assurances avant ne couvraient pas. Donc, les assurances ne couvraient pas parce que ils avaient considéré les soins psychologiques comme si c'était des séances de verbalisation, des séances où la personne s'exprime un peu plus, mais qu'il n'y avait pas vraiment une démarche, allons dire, prescriptive, étant donné qu'il n'y avait pas une démarche prescriptive, comme s'il y avait un diagnostic qui est posé, il y a une prescription médicale qui est fournie. Donc, avant, j'ai bien dit, avant, les compagnies d'assurance ne considéraient pas ça. Mais je dois dire, depuis quelques années, ça fait déjà 3 ans, que les compagnies d'assurance ont pris conscience que définitivement, c'est pas nécessairement lorsque ça arrive à une phase de névrose, ça arrive à une phase de dépression réactionnelle que on doit prendre en charge la personne. Au contraire, il faut prévenir et empêcher que la personne arrive à ce stade. Et c'est là où les séances de psychologiques sont extrêmement importantes parce que ça permet à la personne. Mais le plus intéressant aussi avec les séances psychologiques, c'est que ça permet à la personne de trouver les ressources en elle pour pouvoir se reprendre en main, pour reprendre le pouvoir à travers sa façon de penser, pour reprendre le pouvoir, mais aussi avec des comportements et des réactions que la personne va beaucoup plus contrôler maintenant. Comme par exemple, ils aiment dire sentir l'ancrage. Oui, je suis bien présent, je suis là, etc. Et ça permet à la personne de se reprendre en main. Et je pense que c'est ce qui nous a permis en fait, je peux dire, ça nous a ouvert un peu les yeux, nous autres assureurs, pour dire la prévention est tout aussi importante que la prise en charge de la maladie. Donc, il faut aller vers les séances psychologiques pour empêcher que la personne n'arrive à cet stade beaucoup plus avancé où il y a maintenant des réactions, où il y a peut-être des situations où maintenant il faut donner des calmants à la personne parce que la personne n'arrive plus à se contrôler et à contrôler ses comportements, ses réactions, etc. Et là, je pense que arriver à cet stade, c'est comme si ça devient chronique. La personne a du mal à s'en sortir après parce que c'était trop avancé. Et tout comme c'est mieux d'empêcher une personne d'arriver à une phase trop avancée pour ne pas développer une pathologie chronique. Parce que arrivé à un certain stade, la pathologie devient chronique et les assureurs ou les systèmes de santé en général, nous allons dépenser de l'argent pour la vie de la personne. Donc, voilà, je peux dire, c'est ce qui nous a permis de prendre conscience et de commencer à prendre en charge les soins psychologiques aujourd'hui. Mais avant de revenir vers vous,
Monsieur Breton est allé directement vers la psychiatrie et moi je voulais vous demander d'établir la différence surtout parce que ça fait partie aussi des mythes qu'on a en Haïti qui fait que nous ne pas appeler à un psychologue là parce que bon tout à l'heure là il me fou parce que on n'aime pas avoir cet objectif là pour être qualifié de fou et puis que partie tout bon si on est honnête que bon mon c'est mesure son mauvais esprit c'est le diable donc c'est compliqué de... C'est compliqué. Donc, tu m'as demandé la différence entre psychiatre et psychologue. Oui. OK. Bon, il y a une grande... C'est seulement le psychiatre lui-même, il a étudié en médecine générale. Il est obligé d'étudier en médecine générale pour ensuite faire sa spécialisation en psychiatrie. OK? Psychiatrie, c'est quoi? Le psychiatre a fait l'étude vraiment de... Oui, il y a un peu de psychologie. Okay? Mais il y a aussi la médecine. C'est un mélange d'études du cerveau, un mariage de la chimie du cerveau, etc. Et c'est eux qui sont capables de prescrire des médicaments. Un psychologue ne peut pas prescrire un médicament. Un psychothérapeute ne peut pas prescrire un médicament. Un travailleur social, etc. Nous ne pouvons pas prescrire de médicaments. Donc, si je rencontre quelqu'un et que mon évaluation me montre que cette personne n'a, par exemple, a des idées suicidaires ou bien cette personne-là est bipolaire et a besoin de médicaments pour la stabiliser, à ce moment-là, nous référons à un psychiatre. Parce que le psychiatre, lui, il est un médecin. Tout d'abord, et ensuite, il peut prescrire des médicaments. Donc, c'est un médecin qui est spécialisé pour le cerveau. C'est comme un neurologue, par exemple, c'est un médecin mais qui est spécialisé pour tout ce qui est les nerfs, etc. Et le cerveau aussi. Ouais. Mais et le psychiatre, lui, il peut prescrire des médicaments pour restabiliser l'humeur ou pour stabiliser un patient qui a des idées suicidaires, schizophrène et toutes les autres maladies mentales qui existent. Le psychologue lui-même, il est là pour vraiment aider le patient guider le patient, écouter le patient, aider le patient à verbaliser ce qu'il ressent, aider le patient à encadrer le patient, mais aider le patient à reprendre, comme tu as dit, le pouvoir sur sa vie. Et il y a différents types de psychologues. Il y a des psychologues organisationnels qui travaillent dans des entreprises et plus au niveau organisation, travail, etc. Il y a des psychologues qui sont spécialisés pour la dépression. Il y a des psychologues qui sont spécialisés pour la thérapie de couple. Ouais. Okay? Donc, il y a différents types, mais il y en a qui sont spécialisés dans plusieurs types de domaines. Donc, la psychologie générale. Il y a la psychologie infantile aussi, la psychologie pour les enfants. Il y a la psychologie pour les personnes âgées, la psychologie gériatrique. Donc, vraiment, il y a une panoplie de spécialisations, mais les psychologues ne peuvent pas prescrire de médicaments. Donc, mais c'est à quel moment que, par exemple, que moi, je devrais décider quels symptômes et qu'est-ce que je dois rechercher en moi qui pourrait me pousser à voir l'un ou l'autre? L'un ou l'autre. Bon, ça c'est plus compliqué. Surtout en Haïti, aller voir un psychiatre de nous-mêmes, ça c'est difficile. C'est difficile. Et je dois vous dire, c'est pas en Haïti seulement. C'est difficile de se dire j'ai un problème et je dois aller voir un psychiatre. Parce que les psychiatres, même dans les réseaux sociaux, même avant, lorsque vous regardez à la télé, lorsqu'on n'avait pas les réseaux sociaux, les psychiatres, on les voyait dans des centres où les gens étaient Marie Bougno, etc. Ouais. Et la psychiatrie veut pas. Et avant d'arriver là où nous sommes aujourd'hui avec les médicaments, ce qu'ils avaient comme, voilà, on donnait des chocs, etc. Donc, veut pas, ça a créé un choc chez nous. Ouais. Donc, on n'a pas envie, voilà. Et une crainte de comment je vais sortir lorsque je vais rentrer chez cette personne-là. Mais par contre, je travaille beaucoup avec beaucoup de psychiatres ici en Haïti. La psychiatrie est devenue beaucoup plus souple et très à l'écoute du patient et moins de, comment je dois dire, et très, bon maintenant c'est très médicament, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choses comme ça, tout ça c'est du passé. Et je dois vous dire que, pour répondre à ta question, quels symptômes que je dois avoir? Alors je suis quelqu'un qui fonctionne bien, qui a l'habitude d'aller déposer mes enfants à l'école, que ce soit un homme ou une femme, parce que souvent en Haïti aussi c'est les femmes, pas seulement en Haïti, non. C'est à travers le monde où les hommes, je pense qu'ils sont forts, ils sont invincibles. Nous ne doit pas parler de problème, nous, parce que, et pourtant, ils se font ronger par cette maladie, exactement. Donc, je sens que, je savais aller déposer mes enfants à l'école, je travaillais avec eux, j'étais quelqu'un assez en contrôle de mes émotions, et puis voilà qu'aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me réveiller.
difficulté de concentration, j'ai des palpitations, je ne me sens pas bien dans ma peau, ben c'est déjà des signes qu'on devrait aller consulter. Avant que ça s'aggrave. On va avoir un thérapeute. Et on va voir un thérapeute. Un psychologue, un psychothérapeute, un travailleur social, quelqu'un que j'ai besoin de parler et d'exprimer ce que je ressens. Et je dois vous dire que il y a tellement, c'est du cas par cas. Parce que nous sommes chaque personne unique. Nous avons un passé différent. Nous avons une façon de voir les choses différemment. Donc, il faut savoir, chaque personne, c'est le changement qui achète. Si je savais dormir très bien chaque soir et que brusquement je me réveille au milieu de la nuit et je ne me sens pas bien, je suis envahi d'angoisse, ben il y a un problème. Si je n'avais pas l'habitude d'avoir des migraines, brusquement j'ai des migraines, ben il y a un problème. Si je savais manger très bien, j'avais un appétit normal, aller au bureau, j'avais des relations harmonieuses avec mes collègues et brusquement je suis à fleur de peau, je ne me sens pas bien, je suis nerveuse, je dois aller consulter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avant d'attendre que... Il y a des gens qui attendent qu'ils arrivent à un point où maintenant ils ont ce qu'on appelle les psychoses. Ouais. Parce qu'ils se brûlent. Parce que quand j'ai un manque de concentration, je ne mange pas bien, je ne dors pas bien, mais c'est un cercle vicieux. Ouais. Je vais finir par ne pas pouvoir travailler. Je vais avoir une pression en plus au bureau. La maison, j'aurai des problèmes au niveau relationnel avec que ce soit mon mari, saute d'humeur, etc. Et là, je vais installer ce qu'on appelle la dépression majeure. Maintenant, elle va devenir chronique si je ne parle pas maintenant. Donc, c'est comme un cercle vicieux, mais c'est comme moi, j'appelle ça plus un effet boule de neige. Vous savez, quand la neige devient de plus en plus grosse. Donc, si je ne casse pas ça. Donc là, surtout, on a conclu que il y a certains signes, quand on les remarque, on peut se dire qu'il faudrait voir un psychologue. Donc, pour le psychiatre, c'est très souvent, on va être référé. Le psychiatre, on va être référé. Ou, par exemple, un matin, je me réveille et puis, bon, je donne un exemple comme ça, et puis j'ai ma mère ou bien ma tante ou bien quelqu'un dans la maison qui commence à halluciner, qui me dit, je vois que des gens, je ne me sens pas bien, j'entends des voix, il y a quelqu'un qui est assis là, etc. Là, c'est directement un psychiatre. Cette personne est en train d'halluciner. Un psychologue ne pourra pas gérer l'hallucination. Par exemple, j'ai vécu un trauma. Je donne un exemple, j'ai vécu un kidnapping, j'arrive chez moi, je commence à avoir des hallucinations, je me réveille la nuit, je ne me sens pas bien, je crie, je suis complètement anéanti. Je n'ai pas dit que le psychologue ne pourra pas calmer, mais c'est mieux d'aller voir le psychiatre. Le psychiatre va faire ce qu'il fait pour stabiliser la personne et à ce moment-là, le psychiatre va faire appel à un psychologue. On travaille ensemble. Voilà. Donc, quand j'ai des gens, par exemple, qui ont des idées suicidaires ou des gens que j'ai eu le diagnostic d'une maladie mentale, je dis, je pense que cette personne-là, j'envoie au psychiatre. Le psychiatre, maintenant, c'est ce qu'il doit faire au niveau, il fait son évaluation, il donne sa médication et il me rappelle, me dit, bon, maintenant, on va travailler. Je vois cette personne à chaque 2 semaines. Toi, tu vois cette personne à chaque semaine pour aider la personne. Parce que souvent, ce que les gens ne comprennent pas, des fois, on arrive à un stade où le cerveau ne peut plus rien capter. Donc, même si je vais chez le psychologue, je vais parler, mais si je ne suis pas stabilisée au niveau chimique du cerveau, je ne pourrai rien capter. C'est vrai. Vous avez dit que bon, justement maintenant que l'assurance est nettement plus consciente de ce besoin-là et que mais pour, allons dire, un auditeur lambda qui justement a certains symptômes que nous avons parlé là que la personne ressent, ce serait quoi la marche à suivre? Très bien. D'abord, il faut s'assurer au niveau de votre compagnie d'assurance couvre les séances psychologiques parce que nous commençons, comme j'ai dit tantôt, ça fait déjà 3 ans que certaines compagnies d'assurance, en tout cas à l'AIC, nous commençons à couvrir les séances psychologiques et généralement nous accordons un nombre de séances. Dépendamment de la situation, ça peut être 10 séances, 6 séances, parce que généralement, comme Vanessa l'a dit, les gens attendent qu'il y ait une certaine confirmation de leur situation. Pour ce nombre de séances, ça vient avec une prescription ou... Non, pas nécessairement. C'est directement, on réfère directement chez le psychologue. Chez le psychologue qui définitivement va faire ces séances de verbalisation, écouter la personne, qui va exprimer ce qu'elle ressent et puis, etc. Donc, voilà, la prise en charge est faite directement par le psychologue qui après complète le formulaire de réclamation comme les médecins, justement, qui complètent le formulaire et qui envoient à la compagnie d'assurance.
Ça dépend si le psychologue est affilié ou pas à la compagnie d'assurance. Le psychologue peut envoyer directement sa réclamation à la compagnie qui rembourse, ou le patient peut payer, ensuite présente sa réclamation à la compagnie d'assurance pour rembourser en fonction des limites. Allons dire, si la séance est couverte à 5 000 gouttes par séance, on va lui rembourser le nombre de séances multiplié par 5 à 80%. Dépendamment, donc il faut d'abord se rassurer que dans votre tableau de bénéfices, les séances psychologiques, tout comme les séances psychiatriques, sont clairement mentionnées dans le contrat. Il faut vous assurer que les séances psychologiques sont clairement mentionnées aussi dans votre tableau de bénéfices. Donc, pour la prise en charge pour les cas psychiatriques, c'est aussi la même chose. La personne voit le médecin traitant et puis après, on va remplir complète le formulaire, etc. Donc, si la même chose aussi, si le médecin fait partie du réseau de la compagnie d'assurance, le patient donne un copaiement, alors dire un pourcentage, 20%. Ensuite, le médecin complète le formulaire, soumet à la compagnie d'assurance pour rembourser les 80%. Donc, c'est la même démarche. La seule chose, pour le traitement psychiatrique, on va trouver, bien entendu, des médicaments qu'on va rembourser aussi, les médicaments à 80%. Parfois, il y a aussi des examens, et des examens, ça peut être de l'imagerie ou peut-être d'autres examens qui peuvent être faits aussi que nous pouvons rembourser. Parce que parfois, il y a des examens pour voir comment le cerveau fonctionne ou autre chose que parfois on retrouve pas seulement un encéphalogramme, mais aussi d'autres types d'examens parfois que les psychiatres peuvent faire aussi. Dans la réalité, la première chose à faire, c'est surtout de vérifier ce que couvre votre contrat d'assurance. Et on arrive au terme de cet échange, mais je voulais vous demander, c'est quel signe qu'il faut vraiment surveiller et c'est quoi la marche à suivre si on remarque ces signes-là chez nous? Parce qu'il y a des fois que on vit le stress, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé comme type de comportement qui pousse les gens à voir les psychologues aussi, c'est le postpartum. Il y a de plus en plus de personnes après les accouchements qui ils prennent du temps aussi pour vraiment comprendre que si j'ai ça, je devrais voir quelqu'un. Ok. Quels sont les signes qu'on devrait surveiller et si on remarque certains de ces signes-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok. Dans un premier temps, les signes à surveiller, comme je vous dis, les pathologies sont larges en psychologie. Donc, si on essaie de mettre dans notre réalité là, dans notre réalité là, le stress du moment, trauma, etc. Les premiers signes, c'est cauchemar, flashback. Ça veut dire j'ai des images qui me reviennent tout le temps et qui mentent, c'est-à-dire que qui tout le temps répétitif. Tu sais aussi qu'ici en Haïti, on a un autre rapport avec les rêves. On les voit comme une prémonition. Prémonition, mais il faut différencier ces rêves-là. Parce qu'un cauchemar, par exemple, par rapport à ce que j'ai vécu, par exemple, j'étais au centre-ville, j'ai entendu tirer, il y a des drones qui tombent, etc. Parce que c'est bien beau d'entendre les drones. Ouais. Après, on vit ça. C'est ça. Ouais. Donc, chez certaines personnes, ça peut être un déclencheur de beaucoup de choses émotionnellement. Donc, si je vois que j'ai des cauchemars, des flashbacks, évitement, c'est-à-dire que j'évite d'aller dans certaines choses, j'évite isolement et des manifestations neurovégétatives, qu'est-ce qu'on entend par la palpitation, sueur, etc. Tout ça, ce sont des signes qui doivent nous pousser à consulter. Ça, c'est pour le stress post-traumatique. Maintenant, pour le stress en général, c'est tout ce qui est perte d'appétit, perte de concentration, perte de mémoire et sensation d'angoisse une sensation d'angoisse qui nous envahit, ok? Sans oublier la dépression. Ouais. Donc la dépression, c'est quoi? C'est que je ne suis plus capable de faire des activités comme je faisais avant, c'est-à-dire me réveiller, amener mes enfants à l'école, travailler, remettre des rapports, me concentrer sur certaines choses. Tout ça, ce sont des signes qui doivent nous pousser à consulter. Et quelles sont les marches à suivre? Premièrement, quelqu'un peut, par exemple, appeler la ligne 29 19 90 00 pour parler, c'est confidentiel. Il y a des psychologues qui vont vous écouter, qui vont vous donner des conseils, qui vont vous référer. Okay? Aussi, deuxième chose, c'est d'aller voir un médecin traitant. De dire, je ne me sens pas bien, j'ai des symptômes psychologiques, je ne dors pas, j'ai de l'insomnie, je ne dors pas, perte d'appétit, je sens qu'au niveau émotionnel, je suis chamboulée. À ce moment-là, les médecins vont vous référer à un psychologue. Moi, souvent, on me suit sur ma page, on m'appelle, ou bien c'est un médecin qui réfère, ou bien de bouche à oreille, mais la meilleure chose, c'est de consulter un psychologue.
Et pour les personnes qui pensent à mettre fin à leur vie, est-ce qu'il y a une autre marche à suivre? Ça, c'est une autre marche à suivre. Quelqu'un que vous avez, le plus souvent, la personne qui veut mettre fin à sa vie, on s'entend, il ne va pas appeler ou il va pas... Il va peut-être appeler la ligne, mais il ne va pas aller dire « Hey, je vais le faire », c'est très rarement. C'est quelqu'un de son entourage. C'est quelqu'un dans son entourage. Si vous voyez, il faut être à l'affût de changements chez la personne. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Je suis quelqu'un qui n'aime pas fêter, je n'aime pas recevoir et je suis plutôt solitaire et puis brusquement je vous invite tous à une fête. Ça c'est un signe clair que je dois commencer. Il y a quelque chose chez elle. Okay? Ou bien je suis quelqu'un qui aime fêter, qui aime recevoir et brusquement je m'isole. Je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus avoir aucun rapport avec personne, je me renferme et j'organise mes affaires. Il y a des gens, brusquement, vous allez voir, la personne va vous dire « Ah, je vais aller chez le notaire, je vais faire mon testament. » C'est pas vraiment de notre culture. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose. Donc, il y a des petites choses qu'on ne pense pas. La personne a vécu un événement et puis la personne dit « Bon, je pense que la famille serait mieux sans moi. » Ou bien, je pense que... tout ça, ce sont une personne qui pense à mettre fin. Donc, l'entourage, à ce moment-là, peut aller voir un psychiatre ou un psychologue avec eux pour faire une évaluation. Et si maintenant la personne dit clairement, j'ai des idées suicidaires, je pense à me suicider, j'ai ce qu'on appelle le où, le quand, le comment, vous amenez la personne à l'hôpital. Donc, pour nous autres, est-ce qu'il y a un petit peu comme des tips que vous êtes capable pour nous autres dans notre entourage, qu'on peut pour s'entraider les uns les autres, comme si peut-être forcément il y a des signes que je n'ai pas forcément vus, mais bon, je sens la personne un petit peu plus déprimée. Moi, par exemple, j'ai des collègues que des fois que il est déprimé, il ne peut pas sortir, il ne peut pas venir travail, il sent qu'il faut le target de faire, mais au côté. Donc, mais est-ce qu'il y a des moyens? Porter cette personne-là avant un médecin peut être difficile, mais est-ce qu'il y a des moyens que moi-même en tant qu'observatrice ou bien que en tant que proche de cette personne-là, je peux la pousser à consulter ou au moins des barres comme qu'a fait d'une certaine façon qu'a aidé. Oui. Au fait, on ne peut pas pousser quelqu'un à consulter parce que c'est la première question que je pose lorsqu'on m'appelle. On me dit, j'appelle pour ma soeur ou bien ma cousine ou bien pour un collègue. Est-ce qu'il est volontaire? Si la personne ne veut pas, la thérapie ne va pas marcher. Donc, la première chose pour vous outiller, c'est vraiment d'écouter la personne et de dire à la personne, je suis là pour toi. Et si tu as besoin de parler, si tu as besoin de, comment on dit ça, d'exprimer ce que tu ressens, c'est de vraiment prendre de ses nouvelles, d'être présent, surtout s'il vit des moments difficiles, ok? Mais de ne pas forcer la personne. Par exemple, la personne ne veut pas sortir, tu ne veux pas sortir, mais je viens te voir, est-ce que tu es d'accord? Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis présent pour toi. Lui donner, par exemple, le numéro de la ligne, c'est confidentiel, la personne peut appeler, ok? Ou bien dire à la personne, bon, tu sais, et donner des conseils, comme M. Pantaleon a dit l'autre jour, ce sont des ressources. Hein. Tout ce qui nous permet d'avancer, de sortir d'un problème, c'est d'utiliser des ressources internes ou des ressources externes. C'est mieux d'utiliser ces ressources internes, comme par exemple, si la personne aime prier, qu'on va prier ensemble. La personne aime faire à manger, vous apportez quelque chose pour faire à manger avec la personne. La personne aime chanter ou la personne aime certaines musiques, vous envoyez. Mais on ne peut pas faire le travail pour la personne. Bon, et puis il y a aussi ce côté-là qu'on peut lui dire maintenant que si c'est les idées, si c'est les contraintes économiques qui te font vraiment réchigner à aller là, que peut-être allons regarder si l'assurance va couvrir ça, si on peut avoir quelques séances. Parce qu'il y a ça aussi, des fois la personne ne se sent pas bien. Parce que déjà, quand tu as une migraine, tu te dis, bon, j'ai pas le choix, je dois juste me résoudre à aller consulter. Mais si je me sens juste déprimée, je me dis, bon, on va le dépenser comme de ça, je vais attendre que ça passe. Donc, au moins savoir qu'il y a l'accompagnement peut aussi être définitivement. Et je pense que c'est là aussi où l'assurance peut jouer ce rôle pas seulement de pompier, mais vraiment de prévention pour aider la personne à, dès les premiers signes, à rapidement aller consulter un médecin. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de cas personnellement et beaucoup d'expériences avec Vanessa directement. On a eu beaucoup de situations au niveau du bureau, des gens qui ont vécu des tentatives de kidnapping, des gens qui ont vécu certaines situations traumatiques, etc. Et le réflexe, même aujourd'hui au niveau des ressources humaines des entreprises, je dois dire, il y a une prise de conscience qui a été faite à ce niveau. Les ressources humaines des entreprises, beaucoup de ressources humaines
organiser des séances psychologiques pour leur personnel. Et chez nous, on a eu plusieurs séances avec Vanessa et j'aime bien et des séances de groupe, mais au final que tout le personnel est passé parce qu'on organise ça à tour de rôle. Donc les gens s'inscrivent peut-être lundi c'est un groupe, mardi c'est un autre groupe. Pourquoi? Parce que ça affecte leur performance au travail. Ça affecte leur performance au travail et on a compris que pas seulement le développement personnel, mais même le développement professionnel de la personne, parfois c'est extrêmement important qu'il y ait des séances de psychologie pour aider cette personne à retrouver cette confiance, cette capacité de production et parfois qu'elle a perdu. Et on a eu des gens qui ont perdu un proche, on a eu des gens qui ont perdu pratiquement, qui ont vécu une situation de divorce. Et probablement c'est au niveau des ressources humaines, c'est au niveau des collègues et on sent que cette personne est très déprimée au travail. Il y a pas cette joie, cette convivialité avant au bureau. Et puis automatiquement on a senti que cette personne est en train de traverser une situation extrêmement difficile, des cas de divorce ou autre. Et là, automatiquement, ce sont des cas où même les ressources humaines nous accompagnons et nous référons. Surtout que les ressources humaines maintenant savent que l'assurance va rembourser. Merci à vous de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Mais avant de partir, je vais demander à Vanessa de reprendre le numéro pour nous pour le hotline. Du SPI, comment ça s'appelle? SIP. Non, le SIP c'est le 34 89 66 61. 34 89 66 61 pour le CIP, qui est le cabinet d'intervention psychosociale, et pour la ligne CIPU, qui est CIPUH, et 29 19 90 00, c'est gratuit, c'est confidentiel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine.